Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction sur les réseaux informatiques. L'objectif de cette vidéo est de vous mettre au courant des raisons pour lesquelles on veut faire du réseau informatique, vous présenter et vous parler de certains des termes nécessaires pour mieux comprendre les composants matériels et logiciels qui entrent en jeu dans le réseau informatique. Le plan de cette vidéo est le suivant. Premièrement, on va parler des définitions. Ensuite, on va parler des défis et avantages des réseaux informatiques. On va parler aussi des types de réseaux, de la topologie et des protocoles qui gouvernent le réseau informatique. Un réseau informatique est un ensemble de deux ou plusieurs ordinateurs interconnectés entre eux au moyen des médias de communication avec pour objectif de réaliser le partage des différentes ressources matérielles et ou logicielles. Il y a donc une connexion physique et une connexion logique. Commençons donc par des défis auxquels nous avons été confrontés à l'origine avant l'apparition du réseau informatique. Pour imprimer, chaque utilisateur devrait avoir une imprimante dédiée. Vous comprendrez que c'était difficile de disponibiliser autant d'imprimantes que d'utilisateurs, car ça demande un budget colossal. Deuxièmement, pour utiliser une application ou un programme quelconque, on devrait aller sur chaque ordinateur physiquement et l'installer. C'est une perte de temps. Le partage de données aussi n'existait pas dans une entreprise. En conclusion, sans le réseau informatique, nous devrions tout faire localement sur des ordinateurs individuels et à la fois. C'est pourquoi il y a l'idée de connecter des appareils informatiques ensemble sur un réseau avec des lois ou protocoles. Le réseau informatique permet alors l'accès à l'ensemble de ressources informatiques, les imprimantes et le disque dur. Le réseau permet aussi le partage des données sur un serveur de fichiers ou un serveur de base de données, ce qui permet une mise à jour facile et la sauvegarde de données. Les logiciels sont moins coûteux en version multiposte qu'en version monoposte. Les serveurs aussi offrent une sécurité d'accès aux données grâce à des accès sélectifs et des mots de passe, ce qui réduit le risque de contagion par des virus. Généralement, les serveurs possèdent aussi un système de prévention des pannes secteurs en utilisant un onduleur. Parlons maintenant des principaux types de réseaux informatiques. Premièrement, on a le Personal Area Network qu'on appelle en abrégé le PAN. Pour permettre l'échange de données entre appareils modernes comme notamment les smartphones, les tablettes, ordinateurs portables ou de bureau. Ceux-ci peuvent être reliés sous la forme d'un réseau personnel ou PAN. On parle aussi de réseau domestique. Les techniques de transmission courant sont l'USB ou le Firewire. Le réseau PAN sans fil ou le WPAN repose sur des technologies comme le Bluetooth, l'USB sans fil, le Zigbee ou le Z-Wave, etc. Un réseau personnel sans fil qui peut être réalisé par l'intermédiaire du Bluetooth est appelé Piconet. Un réseau de la portée limitée et d'un taux relativement faible de transfert de données, les PAN sont principalement utilisés pour relier des périphériques pour un usage récréatif. Exemple, les écouteurs sans fil, les consoles de jeux et les appareils photo numériques. Le deuxième type, la deuxième catégorie de réseau, c'est le Local Area Network ou le LAN. Si plusieurs ordinateurs doivent être réunis sur un réseau, cela se fait généralement sous la forme d'un réseau LAN. Un tel réseau peut relier des ordinateurs d'une maison ou alors plusieurs centaines d'appareils au sein d'une entreprise ou institutions publiques comme les administrations, les écoles ou les universités. Une norme commune très répandue pour les réseaux locaux câblés est le protocole Ethernet. La transmission de données est réalisée électroniquement sur la base de câbles de cuivre ou via des câbles de fibre optique. Si plus de deux ordinateurs sont imbriqués dans un réseau local, des composants supplémentaires comme un concentrateur ou un switch sont nécessaires et agissent comme des éléments de couplage et des nœuds de distribution. Et le réseau local est conçu pour permettre un transfert rapide de grandes quantités de données. Si un réseau est implémenté par radio ou on le nomme alors WLAN ou Wi-Fi. Et la base technique de la norme WLAN ou Wi-Fi est définie par les normes du groupe IEEE 802.11. Et la portée d'un LAN peut être augmentée par l'intermédiaire d'un amplificateur du signal qui est un répéteur ou repeater en anglais. Pour la troisième catégorie de réseau,
et le Metropolitan Area Network ou le réseau métropolitain. C'est un réseau de télécommunications à large bande qui relie plusieurs landes géographiquement à proximité. Il s'agit en règle générale de différentes branches d'une société ou d'une entreprise qui sont reliées à un man via des lignes louées. Les routeurs de haute performance et les connexions de fibre optique haute performance sont utilisés, ce qui permet de fournir un débit de données beaucoup plus élevé que l'Internet. La vitesse de transmission entre les nœuds éloignés est comparable à la communication dans un réseau local. L'infrastructure pour le MAN est assurée par les opérateurs des réseaux internationaux et une norme pour les grands réseaux de radio régionaux nommée WMAN a été développée par IEEE 802.16. En quatrième lieu, nous avons le Wide Area Network, WAN en abrégé, alors que les réseaux métropolitains relie des zones qui se trouvent proches à des zones rurales ou urbaines. Wide Area Network, ou réseau étendu, couvre de vastes zones géographiques à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Les zones étendues sont généralement détenues par une organisation ou une entreprise et sont donc exploitées en privé ou louées. En outre, les fournisseurs de services Internet utilisent des Wide Area Network pour connecter les réseaux locaux de l'entreprise et les clients à Internet. Enfin, il y a le Global Area Network. C'est un réseau mondial comme Internet. Les entreprises actives au niveau international maintiennent également des réseaux isolés qui couvrent plusieurs Wide Area Network et connectent ainsi des ordinateurs d'entreprises dans le monde entier. Les GAN utilisent des infrastructures de fibre optique de réseau étendues et combinent ces lignes avec des câbles sous-marins internationaux ou des transmissions par satellite. Parlons maintenant des équipements dans les réseaux locaux. Ces équipements peuvent être classés selon deux catégories, le matériel actif et le matériel passif. Un équipement est dit actif s'il peut générer, adapter ou répartir un signal entre les différentes stations ou ordinateurs. Par contre, les câbles, les armoires, les cordons et les panneaux de brassage sont des équipements passifs. Et parmi les matériels actifs, on a d'abord la carte réseau. Il s'agit d'une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur et permet de interface au support physique, c'est-à-dire la ligne physique permettant de transmettre l'information. Il possède deux témoins lumineux. Il y a la LED verte qui indique que la carte réseau est alimentée en courant électrique. Vous allez voir aussi la LED orange qui indique une activité du réseau. En deuxième lieu, nous avons le commutateur ou le switch. C'est déterminer ce que le port il doit envoyer une trame. Avant, on utilisait le hub. Le hub ne fait qu'envoyer bêtement les trames vers tous les périphériques connectés. On a dû remplacer le hub par un commutateur. Un switch est un hub intelligent, c'est-à-dire il fait le rôle d'un hub en éliminant la diffusion et en sélectionnant exactement la machine destinée. Ensuite vient le routeur. Le routeur permet d'assurer le routage des paquets entre deux réseaux ou plus afin de déterminer le chemin qu'un paquet de données va emprunter. Il dispose des ports souvent RJ45 pour les connexions avec un switch ou un PC. Il peut avoir des antennes pour la connexion sans fil. Nous avons aussi un modulateur, des modulateurs qui transforment les données numériques émises sur le port en données analogiques. Et enfin, on a le pare-feu ou le firewall qui permet de protéger un ordinateur des intrusions provenant du réseau. On l'utilise pour protéger le réseau local des attaques provenant de l'extérieur, comme Internet par exemple. Au niveau des matériels passifs, premièrement, on a le câble apertosadé qui décrit un modèle de câblage où une ligne de transmission est formée de deux conducteurs enroulés en hélice l'un autour de l'autre dans le but de maintenir précisément la distance entre les fils. On distingue la paire torsadée blindée ou sheet twist pair qui est entourée d'une couche conductrice blindée de la paire torsadée non blindée ou en sheet twist pair. On a aussi la fibre optique qui est un fil de verre transparent très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Il a un débit d'information nettement supérieur à celui des câbles coaxiaux. Il y a aussi le câble coaxial qui est constitué d'un fil de cuivre enveloppé dans un isolant, puis un blindage métallique tressé et enfin d'une gaine extérieure pour bloquer les interférences de signaux. Il est principalement utilisé par les entreprises de télécommunications pour connecter les antennes paraboliques au domicile des clients et aux entreprises. Il y a aussi une liaison sans fil et dans ce cas, la connexion entre les machines se fait
en utilisant des rayons infrarouges ou par des ondes radio électriques et cela pourra être utile lorsqu'on veut connecter deux bâtiments très proches afin de réduire le coût. Il y a aussi les connecteurs. Et premièrement, il y a le connecteur Unit Nail Transforman. C'est un modèle utilisé en terminaison de câble coaxial. Il y a le connecteur J45 qui est une interface physique souvent utilisée pour terminer les câbles de type paire torsadé. Il y a le connecteur optique pour les fibres optiques. Et enfin, il y a le panneau de brassage qui est un boîtier servant à relier les câbles arrivant des prises murales vers les switches. Parlons maintenant de la topologie des réseaux. Il faut distinguer la topologie de câblage de la topologie d'accès. La topologie d'accès est appelée la topologie logique. La première représente l'implantation des câbles, la seconde, la logique de connexion des stations, le cheminement qu'empruntent réellement les signaux. On distingue généralement les topologies de câblage suivantes. Premièrement, il y a la topologie en bus. Tous les ordinateurs sont reliés à une même ligne de transmission par l'intermédiaire de câbles, généralement coaxial. En deuxième, il y a la topologie en étoile, c'est-à-dire que les ordinateurs du réseau sont reliés à un système intermédiaire central appelé concentrateur ou le hub. Il y a la topologie en anneau, où les ordinateurs sont situés sur une boucle et communiquent chacun à son tour. Et logiquement, les ordinateurs ne sont pas reliés en boucle, mais reliés à un répartiteur appelé Multistation Access Unit, qui va gérer la communication entre les ordinateurs qui lui sont reliés en impartissant à chacun d'entre eux en temps de parole. La défaillance d'un nœud rompt la structure d'un nœud si la communication est unidirectionnelle. Enfin, il y a la topologie maillée. Cette topologie se rencontre dans les grands réseaux de distribution comme Internet. Et voyons la topologie logique ou la topologie d'accès. Cette topologie représente la façon dont les données transitent la ligne de communication. La topologie logique les plus courantes sont Ethernet. Ethernet repose sur une topologie physique en étoile. La communication se fait à l'aide d'un protocole appelé Carrier Sense Multiple Access Collision Detection, ce qui fait qu'il y aura une très grande surveillance des données à transmettre pour éviter toutes sortes de collisions. Un poste qui veut émettre doit vérifier si le canal est libre avant d'émettre. Dans le cas d'un réseau local sans fil, dans lequel les paquets de données sont transmis via un signal radio, on utilise le protocole appelé Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance, topologie de tokening. Et le droit d'émettre est matérialisé par une trame particulière qui est le jeton ou token. Chaque station est reliée à sa suivante et à sa précédente par un support unidirectionnel. Il y a le Fiber Distributed Data Interface ou FDDI, abrégé, qui est un réseau en double anneau. Il utilise la fibre optique multimode. Le débit nominal est donc de 100 mégabits par seconde et la distance maximale couverte est de 100 km. FDDI peut supporter jusqu'à 1000 stations distantes l'une de l'autre, au moins de 2 km. Parlons du modèle OSI, Open System Interconnection Model. C'est un modèle de communication qui est fondé sur cette couche. Le modèle OSI est né quand on a commencé à avoir une certaine expérience de communication entre ordinateurs. Pour mettre en place les principes de communication pour ordinateurs, les chercheurs ont fait allusion aux principes de communication pour les humains. Ils ont ainsi regroupé l'ensemble de recherches et de résultats dans une norme qui devront respecter les personnes se connectant à Internet. Il s'agit du modèle OSI. Le modèle OSI est né en 1984 après la naissance d'Internet. Il tient compte des communications existantes, mais aussi futures et de leurs évolutions potentielles. Son objectif est de normaliser les communications pour garantir un maximum d'évolutivité et d'interopérabilité entre ordinateurs. La première règle d'or. Le modèle OSI étant une norme, il doit indiquer aux personnes voulant mettre en place des réseaux comment travailler. Cela permet aux constructeurs de matériel des réseaux informatiques de savoir comment fabriquer le matériel et donc de garantir la compatibilité entre eux. Le modèle OSI est un modèle théorique. Le modèle réellement utilisé étant TCP/IP qu'on va voir dans le slide qui suit. Le modèle OSI possède 7 couches et chaque couche a un rôle particulier à accomplir. Par exemple, la couche 2 ne s'occupera jamais de la connexion réseau. De même, la couche 3, qui est la couche réseau, ne s'occupera pas de la communication sur un réseau local. Et le modèle OSI possède 2 règles plus générales entre les couches. La première règle, c'est que chaque couche est indépendante, c'est-à-dire que les informations utilisées pour une couche ne pourront pas être utilisées par une autre couche.
Exemple, l'adresse IP utilisée par la couche 3 ne peut pas être utilisée par une autre couche. La deuxième règle, c'est que chaque couche ne peut communiquer qu'avec une couche adjacente, c'est-à-dire lors d'un envoi, on parcourt donc les couches du modèle aussi de haut en bas, c'est-à-dire de la couche 7 à la couche 1 en traversant toutes les couches. Parlons du modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP est fondé sur 4 couches qui enveloppent le message original avant qu'il soit placé sur le support physique sous forme d'onde représentant les données de la communication. Ce modèle a 4 couches. La première couche qui est la couche application et la couche de communication qui s'interface avec les utilisateurs. Il s'exécute sur les machines hautes et les protocoles applicatifs sont HTTP, DNS, DHCP, FTP, etc., etc. Il y a la couche transport qui est responsable du dialogue entre les autres terminaux d'une communication. Cette couche utilise TCP/IP pour un transport fiable et IDP sans son service, c'est-à-dire pour un transfert non fiable. Il y a aussi la troisième couche qui est la couche Internet. Il permet de déterminer les meilleurs chemins à travers le réseau en fonction des adresses IPv4 ou IPv6 à portée globale. Les routeurs transfèrent le trafic IP qui ne leur est pas destiné. Il y a enfin la couche accès au réseau. Cette couche organise le flux binaire et identifie physiquement les autres. Il place le flux binaire sur le support physique dans une livraison locale. Les commutateurs, cartes réseau, connecteurs, câbles réseau, etc. font partie de cette couche. Pour transmettre du contenu d'un ordinateur à un autre, l'utilisateur va utiliser un programme qui construit un message enveloppé par une entête applicative, par exemple HTTP. Le message subit alors une première encapsulation. Le logiciel va utiliser ensuite un protocole de couche transport correspondant pour établir la communication avec l'autre distant en ajoutant une entête TCP ou UDP. Ensuite, l'ordinateur va ajouter une entête de couche Internet IPv4 ou IPv6 qui servira à la livraison des informations auprès de l'autre destinataire. L'entête contient les adresses d'origine et de destination des autres. Enfin, ces informations seront encapsulées au niveau de la couche accès réseau qui s'occupera de livrer physiquement le message. Au niveau de la désencapsulation, l'autre récepteur réalise l'opération inverse en vérifiant les entêtes de chaque protocole correspondant à une des couches décrites de la plus basse à la plus élevée. Ce processus s'appelle la désencapsulation. Communication d'égal à égal. Des ordinateurs parlent d'égal à égal et chaque couche assurant des fonctions spécifiques. Par exemple, au niveau de l'application, c'est le message utile des utilisateurs. Au niveau des transports, c'est le transport fiable ou non. Transport fiable en utilisant le protocole TCP et non fiable en utilisant UDP. Au niveau de la couche Internet, c'est identification et livraison globale. Et au niveau de l'accès réseau, c'est identification et livraison locale. Maintenant, parlons des protocoles réseau. Un protocole réseau est un ensemble de règles et de procédures de communication utilisé de part et d'autre par toutes les stations qui échangent des données sur le réseau. Il existe de nombreux protocoles et réseaux, mais ils n'ont pas tous ni le même rôle, ni la même façon de procéder. Différentes piles de protocoles peuvent coexister sur une même station selon les besoins de communication vers des environnements différents. Et ces piles de protocoles sont alors ordonnées entre elles afin que le processus de transmission essaie d'abord l'une puis l'autre. Les protocoles sont hiérarchisés en couches pour décomposer et ordonner les différentes tâches. Et il existe plusieurs familles de protocoles ou modèles, et chaque modèle étant une suite de protocoles entre diverses couches. Parmi ces modèles, on a le modèle OSI et le modèle TCP/IP. Le modèle TCP/IP remporte sur le modèle OSI du fait que ce dernier est trop complexe pour être efficacement implémenté, à l'inverse du TCP/IP qui est beaucoup plus optimisé et efficace. Par exemple, lors du chargement de la page web par HTTP, on distingue clairement les différentes couches du modèle TCP/IP expliqué plus haut. Au niveau de la couche accès réseau, nous observons le protocole Ethernet dont les deux attributs importants sont les adresses physiques ou adresses MAC des cartes réseau. Au niveau de la couche Internet, on a le protocole IP dont les deux attributs importants sont les adresses IP source et destination. Et à propos de la couche transport, nous avons le protocole TCP
qui contient les informations des ports de connexion. Enfin, au niveau de la couche application, on a le protocole HTTP. Un client tente de se connecter sur le site en utilisant la méthode GET. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à faire des commentaires constructifs, à vous abonner pour plus de nouvelles notifications et à liker nos vidéos pour nous encourager.